À la fin du XVIIIe siècle, le peuple renverse le monarque. C'est la fin de l'Ancien Régime. Citoyenneté, raison, science et conscience guident le peuple et le mènent à la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1789. Cet acte fort annoncerait-il l'avènement de l'homme triomphant? Le XIXe siècle est-il le siècle du triomphe de l'homme? C'est avant tout un siècle de changements fondamentaux. Les progrès scientifiques sont exponentiels et permettent de découvrir l'être humain autrement, notamment du point de vue biologique et psychique, avec Claude Bernard et son introduction à la médecine expérimentale. Parallèlement, l'expansion industrielle est importante et change en profondeur la société française. Les auteurs sont donc naturellement influencés par les avancées scientifiques et se posent eux-mêmes comme expérimentateurs. Émile Zola, journaliste et romancier engagé, pose les principes de cette démarche dans le roman expérimental paru en 1880. Le romancier fait d'un observateur et d'un expérimentateur. L'observateur chez lui donne les faits tels qu'il les a observés, puis l'expérimentateur paraît et institue l'expérience, fait mouvoir les personnages dans une histoire particulière. Le romancier part à la recherche d'une vérité. La science devient donc un modèle. Ce sont les prémices d'une interrogation sur le fonctionnement des masses et sur l'individu, notamment à la fin du XIXe avec les travaux de Freud. Par ailleurs, les avancées scientifiques et le développement croissant du commerce sont pour les écrivains une occasion unique de raconter une société en mouvement, l'avènement d'une société marchande. Honoré de Balzac, maître du roman réaliste, l'explicite dans l'avant-propos de la Comédie humaine en 1842. Ce n'était pas une petite tâche que de peindre les 2 ou 3 000 figures saillantes d'une époque, car telle est, en définitive, la somme des types que présente chaque génération et que la comédie humaine comportera. Cependant, ce progrès est-il seulement bénéfique? L'industrialisation fait de la société moderne une machine à broyer l'homme, et les écrivains s'engagent dans leurs écrits à en dénoncer les travers, notamment en évoquant les conditions de travail des ouvriers qui subissent de plein fouet la mécanisation et les exigences du patron. Victor Hugo, dans Mélancolia, condamne le travail des enfants avec virulence. Où vont tous ces enfants, dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit, ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont, de l'aube au soir, faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupis sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Le progrès technologique s'accompagne paradoxalement d'une perte des valeurs morales. Flaubert comme Maupassant, dans leur roman, s'attachent à dépeindre l'arrivisme et la médiocrité de la bourgeoisie. Leurs personnages n'ont d'autres opinions que des idées reçues de leur classe. C'est l'occasion de dénoncer une société où les valeurs morales ne sont qu'apparence. Dans son chef-d'œuvre, Madame Bovary, publié en 1857, Gustave Flaubert trace un portrait savoureux et ironique du pharmacien Homais. Ce succès l'enhardit, et dès lors il n'y eut plus dans l'arrondissement un chien écrasé, une grange incendiée, une femme battue, dont aussitôt il ne fit pas republique, toujours guidé par l'amour du progrès et la haine des prêtres. Cependant il étouffait dans les limites étroites du journalisme, et bientôt il lui fallut le livre, l'ouvrage. Il se préoccupa des grandes questions, problèmes sociaux, moralisation des classes pauvres, pisciculture, caoutchouc, chemin de fer, etc. Il en vint à rougir d'être un bourgeois. Il affectait le genre artiste. Il fumait. Il s'acheta 2 statuettes chic Pompadour pour décorer son salon. Au XXe siècle, l'histoire rattrape l'homme et le plonge dans la torpeur. Le progrès se met au service des différents conflits mondiaux qui marquent ce siècle tragique. La logique marchande et industrielle mènerait-elle à la ruine de l'humanité? La Première Guerre mondiale ruine la confiance dans le progrès et détruit les repères. L'homme se sent dépassé par la technique qui se retourne contre lui. On utilise des chars d'assaut, des gaz toxiques dans les tranchées. La Seconde Guerre mondiale pousse la logique industrielle à son paroxysme en l'appliquant à un processus de destruction collective, notamment dans les camps de concentration. Primo Levi le montre bien dans cet extrait. Nous appartenions à un monde de morts et de larves. La dernière trace de civilisation avait disparu autour de nous et en nous. L'œuvre entreprise par les Allemands triomphants avait été portée à terme par les Allemands vaincus.
Ils avaient bel et bien fait de nous des bêtes. Cet extrait montre que l'homme peut perdre son humanité en la détruisant chez ses frères. Cette notion même est mise à mal. Les auteurs doutent du sens de l'histoire et dénoncent l'absurdité de la condition humaine. L'homme peut-il vraiment progresser? Les dramaturges développent un théâtre de l'absurde, où les personnages n'existent plus en tant que tels. Ces êtres sont seulement le reflet d'une humanité en perdition. Hélas, je suis un monstre, je suis un monstre, je ne peux plus changer, je voudrais bien, je voudrais tellement, mais je ne peux pas, je ne peux plus me voir, j'ai trop honte. Il tourne le dos à la glace. Comme je suis laid, malheur à celui qui veut conserver son originalité. Il a un brusque sursaut. Eh bien tant pis, je me défendrai contre tout le monde. Ma carabine, ma carabine. Il se retourne face au mur du fond où sont fixées les têtes de rhinocéros tout en criant. Contre tout le monde je me défendrai. Je suis le dernier homme. Je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Dans le monologue final de Béranger, Ionesco souligne la honte d'être humain face à la barbarie montante des totalitarismes. Pourtant, un sursaut soudain pousse son personnage à faire acte de résistance. L'homme pourrait-il retrouver sa grandeur, son panache? Au XXe siècle, les écrivains s'engagent dans leurs écrits, mais aussi sur le champ de bataille, dans la Seconde Guerre mondiale, dans la guerre d'Espagne, prenant parti contre l'Algérie française. Jean-Paul Sartre, philosophe et romancier, le théorise avec le courant existentialiste, expliquant que la liberté de l'homme est telle qu'il est impossible de prédire l'histoire. En cela, lui seul est le moteur des événements et donc complètement responsable de son destin. Les actes des hommes fondent l'humanité, davantage que des valeurs affichées, des mots abstraits, déclamés. C'est ce que souligne Albert Camus dans L'homme révolté. La logique du révolté est de vouloir servir la justice pour ne pas ajouter à l'injustice de la condition, de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel et de parier face à la douleur des hommes pour le bonheur. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la question de l'homme à l'époque des réseaux et de la mondialisation? On peut dire que ce qui caractérise notre époque, c'est la dématérialisation de l'homme et son ubiquité, c'est-à-dire sa faculté à être partout à la fois. L'homme se définit donc autrement. Dans ses relations purement immatérielles, le corps n'a plus d'importance. Seul compte l'interaction et l'esprit. Est-ce cela, être humain? En 2013, le réalisateur Spike Jonze, avec le film Her, soulève très finement cette question. I even made a new friend. I have a friend. And the absurd thing is she's actually an operating system. Charles left her behind, but she's totally amazing. You know, she's so smart. She doesn't just see things in black or white. Like, she sees this whole gray area, and she's helping me explore it. And we just bonded really quickly. I'm weird. That's weird, right? That I'm bonding with an OS. No, it's okay. It's weird. Well, I don't think so. Actually, the woman that I've been seeing, Samantha, I didn't tell you, but she's an OS. You're dating an OS? What is that like? It's great, actually. Yeah. I feel really close to her. Like, when I talk to her, I feel like she's with me. Are you falling in love with her? Does that make me a freak? No, I think anybody who falls in love is a freak. It's a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity.